Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 12 juillet 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et je pense qu'on peut pas commencer par plus positif que ça, plus bullish que ça sur le marché crypto. On a Bitcoin qui nous a fait un nouvel ATH. Alors de mémoire, l'ancien ATH c'était 111 800, quelque chose comme ça. Là, bon, quand j'ai pris mon screenshot, on était à 112 000 et des poussières. Petit joueur. Bitcoin, il est allé à plus de 118 000, même 119 000, je crois, sur certains exchanges. Je vais aller vérifier sur CoinGecko ce qu'il a pris, lui, comme ATH. 118 667 $. Mais je crois qu'il y avait Alakazu qui avait partagé un screenshot où on voyait Bitcoin à 119 000 sur un exchange. Et d'ailleurs, tant que je le cite, je sais très bien, Alakazu, oui, ça fait longtemps que Bitcoin, il a dépassé les 118 000 $ canadien, mais c'est pas pareil, évidemment. En tout cas, sur le marché, c'est la folie, il y a tout qui monte, c'est super. On a même Hyperlane qui nous a fait un pump des enfers, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un truc comme ça. Donc Hyperlane qui est passé au calme, hein, de 10 centimes à 60 centimes en une journée. A priori, ce qui a propulsé le token, c'est le listing sur Upbit, donc l'exchange principal en Corée. Corée du Sud, hein, évidemment, ça m'étonnerait que dans la Corée du Nord, déjà ça m'étonnerait qu'ils aient des exchanges et que ça fasse cet effet sur le marché. Quoique, c'est vrai, hein, c'est pas typique comme news, ça pourrait peut-être faire pump le token. Bon, peu importe. En ce moment, c'est un petit peu risqué de prendre position sur Hyperlane. C'est tentant aussi de le shorter pour certains, je sais, j'ai vu vos messages, je sais qu'il y en a qui ont envie de le shorter, mais c'est compliqué maintenant parce que les fundings sont très élevés et du coup ça coûte super cher, ça coûte turbo cher de mettre un short sur Hyperlane. Je vais aller voir en direct combien ça coûte sur Hyperliquid. Alors non, pas le token Hype, ça, le token Hype, je sais qu'on est payé à shorter, donc c'est plutôt une bonne chose. Et du côté du token d'Hyperlane, on est à moins 177% annualisé. Honnêtement, ça s'est tassé un petit peu. Là, je dirais pas non plus que c'est idéal, mais bon, disons que vu que le pump était très synthétique sur le token Hyperlane, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse rattraper un petit peu par la nature. Après, même si c'est tentant pour moi, j'ai pas envie de prendre de position sur des pump and dump, c'est un petit peu casse-gueule, ou alors des positions avec des quantités vraiment marginales de mon portefeuille, histoire de, mais ouais, pour Hyper, on verra une autre fois. On enchaîne avec les actualités Bitcoin maximalistes et on commence par K-Wave Media en Corée du Sud, hein, cette fois-ci il n'y a pas de doute, qui obtient une capacité de capital jusqu'à 1 milliard de dollars, donc 80% des fonds seront destinés à acheter du Bitcoin, évidemment, c'est les news Bitcoin maximalistes, hein, on se serait pas attendu à ce que ce soit autre chose que du BTC. En France, on a Séquence qui achète 370 BTC, dans cette news j'ai vu qu'il prévoyait d'acheter plus de 3000 Bitcoin. On a Remix Point au Japon qui lève 215 millions de dollars par le biais d'un financement dont la totalité sera utilisée pour acheter du Bitcoin. Ils ont le même objectif que Séquence, à court terme c'est de détenir 3000 Bitcoin. Keller aux États-Unis qui a acquis 90 Bitcoin supplémentaires pour environ 10 millions de dollars, hein. On est aux États-Unis évidemment. On a 433 sociétés de courtage crypto norvégienne qui finalisent un achat stratégique de 50 bitcoins. Les copains suédois, le groupe Hchan qui en achète 47 à peu près, j'arrondis. De l'autre côté de la pièce, on a le Bhoutan qui transfère 213 bitcoins sur Binance. Bon, à mon avis, hein, c'est pour les vendre. Et ils ont raison, le Bhoutan il mine essentiellement du BTC. D'ailleurs les bitcoins qu'ils détiennent, ça représente une grosse part de leur PIB. Donc c'est compréhensible qu'ils en vendent un petit peu pour renflouer les caisses, on va dire. Et puis comme c'est le gouvernement, ils vont pas s'imposer eux-mêmes dessus, hein, vous en doutez bien. Tiens, j'ai vu un post sur Twitter qui revient sur l'Allemagne. Est-ce que vous vous rappelez que l'Allemagne avait vendu tous les bitcoins qu'ils avaient saisis? Alors je sais plus quand c'était en 2024 il me semble, c'était il y a un peu plus d'un an probablement. Et ils les avaient vendus vraiment cheap pour le coup, là l'Allemagne, aïe, ça fout un peu les boules, hein. Surtout qu'il y avait des politiques il me semble qui avait été un peu contre cette décision, qui avait trouvé ça dommage de la part de l'Allemagne. Bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on fait pas toujours des bonnes décisions, et c'est une blague facile, mais c'est vrai qu'à certaines années de l'histoire, l'Allemagne n'a pas fait que des bonnes décisions. Bon, la France aussi, vous me direz, mais là on est plus dans du présent. Une déclaration du président du conseil d'administration de Fannie Mae circulerait et ferait état d'informations selon lesquelles Jérôme Powell envisagerait de démissionner. En plus avec l'image qui illustre ça en dessous, voilà, ça dit tout. On a Trump qui arrive dans le gouvernement, qui veut tout casser, qui veut tout refaire, et Jérôme Powell, ça a l'air d'être un des derniers pions, on va dire, hein, sur l'échiquier qui reste à
à virer, hein, tout bêtement. Donc Jérôme qui pourrait bientôt être destitué ou quitté de son plein gré, hein, avec des grands guillemets, sa position. On en reparlera probablement. J'ai vraiment pas d'avis sur la question, je suis pas assez calé sur le domaine, je saurais pas dire si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Je vois juste la news passer, je la relaye. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit après on va le regretter comme Gary. Gary, honnêtement, je le regrette pas tant que ça, hein, surtout avec un Bitcoin à plus de 110 000 $, mais bon, je peux comprendre quand même. On a Sharplink Gaming, on va enchaîner avec un peu les news ETH Solana maximaliste, et oui, ça existe. Il y en avait pas mal la dernière fois, et ben aujourd'hui aussi on en a quelques-unes. Donc Sharplink Gaming qui annonce avoir effectué un achat direct de 10 000 Ethereum. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils les ont achetés directement auprès de la Ethereum Foundation. Je trouve ça mieux que quand ils vont dumper des Ethereum sur Binance, Coinbase ou je ne sais quoi. Non, je crois qu'en général c'est Coinbase. On a GameSquare qui achète aussi 1818 Ethereum. Je pense pas qu'ils en aient acheté à la Ethereum Foundation, ça n'a pas été précisé. Ensuite, du côté de Solana, DeFi DevCorp qui ajoute 153 000 Solana à sa trésorerie. Là, ça rigole pas. Ils sont à 846 000 Solana au total. À côté de ça, on a Upexi aussi, une société cotée au Nasdaq qui annonce la réalisation d'un financement par placement privé de 200 millions de dollars qui permettront de faire passer les réserves de solde de la société de 736 000, ça c'est la quantité de Solana qu'ils ont actuellement, à environ 1 650 000 Solana, parce que oui, avec 200 millions de dollars, on peut acheter quasiment 1 million de Solana, donc ils vont pas se gêner. Je pense même qu'on peut acheter plus de 1 million de Solana. Solana, ça vaut plus de 200 $. Attendez, je vais vérifier sur CoinGecko, ça vaut moins de 200 $. 163 $, ouais, il y a même moyen d'en choper plus d'1 million, donc tant mieux pour eux. J'en étais où dans les news? J'en étais là. On enchaîne avec Binance qui a fait son 32e burn de token. Tous les trimestres, globalement, il y a un burn de token BNB. Alors c'est un petit peu de la triche parce que il y a 100 millions, il y a la moitié, il me semble, du supply de BNB qui a été créé pour être retiré, pour être brûlé. Mais bon, par-dessus ça, il y a aussi les revenus sur Binance, il me semble qu'il y a aussi les revenus de la Binance Smart Chain, etc. Donc il y a eu 1 600 000 BNB de brûlés, soit 1 milliard de dollars. C'est quand même pas un petit burn, hein. On est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. En tout cas, Binance va continuer de brûler des BNB tant que 50% de la supply ne sera pas retirée. Donc voilà, les 50% de tokens qui se sont plus ou moins alloués. Après, j'imagine qu'il y aura encore du burn après, peut-être pas énorme, ce sera le burn qu'il y a via la Binance Smart Chain, parce que ça c'est un mécanisme qui est mis en place sur l'écosystème et ça m'étonnerait qu'il le change. Ensuite, du côté de la shitcoinerie, on a Justin Sun qui a dit un truc complètement absurde sur Twitter. Nous nous sommes engagés à acheter 100 millions de dollars de tokens Trump. Ensemble, Trump et Tron sont l'avenir de la crypto. Bon, c'est pas la première fois qu'il tient des propos un petit peu mégalos, Justin Sun. Et force est de constater que malgré ça, malgré qu'on n'aime pas le personnage, le token Tron, il se porte quand même vachement bien. Il est encore top 9 du marché crypto. Quand on regarde son graphique par rapport au dernier cycle, c'est pas dégueulasse. Je me demande, non, je crois pas qu'il ait fait un nouvel ATH ce cycle-là, mais je vais quand même vérifier. Ah si, merde, il a fait un ATH en décembre 2024. Donc vous voyez comme quoi le token arrive à encore être dans l'air du temps en quelque sorte. Mais ouais, le bonhomme en lui-même, complètement zinzin. Dire que Trump et Tron sont l'avenir de la crypto, faut peut-être pas abuser non plus. On a Tether qui détient 8 milliards de dollars d'or dans un coffre-fort secret en Suisse. Bon, c'est pas une surprise, on sait qu'ils ont de l'or. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont leur propre coffre-fort. Il me semble que j'avais vu un autre post là-dessus et le CEO de Tether disait que c'était parce que ça leur revenait moins cher en frais d'assurer eux-mêmes leur sécurité. On a Snoop Dogg qui vend près de 1 million de NFT sur Telegram en 30 minutes, générant 12 millions de dollars de vente. D'ailleurs, en dessous, on a le post de Pavel Durov qui parle évidemment de cette vente de NFT et ça s'est fait via les petites étoiles là qu'on a du côté de Telegram. Donc ça veut dire que n'importe qui pouvait en acheter et ça pouvait se faire carrément via des fiat. Donc ça c'est pas passé par le token ton ou quoi que ce soit. On va dire que c'est un des exemples qui lie un petit peu le monde Web 3 et le monde Web 2. Bon après acheter des NFT Snoop Dogg, je suis pas hyper convaincu de la manœuvre, mais pourquoi pas. Avant de passer aux mauvaises nouvelles du jour, petite pub Ledger. Alors c'est pas du tout sponsorisé mais c'est juste que je l'ai vu passer et du coup comme il y a une réduction actuellement, j'avais envie de le partager. Voilà, on sait jamais, peut-être que vous étiez à la recherche d'un portefeuille, donc profitez-en en ce moment, il y a une réduction. Bon en tout cas vous avez jusqu'au 15
juillet pour la promotion et c'est sur toutes les Nano S et les Nano X colorés il me semble. Allez, on enchaîne du coup avec les mauvaises nouvelles du jour et on commence par un gros hack. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de bons petits hacks sur la DeFi et là c'est le protocole GMX qui a subi un hack. Je précise, c'est que la V1 du protocole et a priori c'est que la version Arbitrum qui a été impactée alors que le protocole est aussi sur Avalanche. Bon, en tout cas, quasiment tous les fonds qui étaient déposés sur les pools de la V1 ont été drainés. Je me demande si c'est pas même tous les fonds de la V1. Et d'ailleurs, à part les tokens Frax qui n'ont pas été swappés parce que pas liquides du tout sur la blockchain Arbitrum, tous les autres tokens ont été swappés en Ethereum et bonne nouvelle pour une fois, les fonds ont été rendus au protocole. Alors comme d'habitude, le hacker n'a pas fait ça par gaieté de cœur, ça rime en plus, puisque GMX lui ont proposé un bug bounty de quand même 5 millions de dollars en Ether. Donc il s'est gardé 5 millions de dollars, 1700 Ether actuellement. C'est pas mal, ça fait un bon petit billet, il y a moyen de prendre sa retraite, en tout cas c'est cool, voilà, il a rendu les fonds et il a évidemment rendu en tout premier les tokens Frax, parce que comme je vous l'ai dit, le token Frax il est pas du tout liquide sur Arbitrum. Il y a peut-être encore quelques liquidités, quelques pools qui doivent traîner, mais clairement 10 millions de Frax c'est impossible à swapper. Au mieux on récupère peut-être 50 000 USDC qui traînent sur des pools de liquidité et encore je pense que je suis large. On a eu un problème du côté de Kinto aussi et le token K a complètement chuté, moins 90% en moins de 24 heures après le exploit, le hack du côté d'Arbitrum. J'ai pas été voir de plus près ce qui s'était passé du côté de Kinto, donc je vais me rattraper et je vais aller voir s'ils ont communiqué du côté de leur compte Twitter. Bon, en tout cas pour ce qui est du token, toujours à moins 90%, c'est toujours une catastrophe. Et sur Twitter, qu'est-ce qu'ils disent ? A priori, le hacker a réussi à minter une quantité illimitée de token K sur Arbitrum et il a tout dumpé pour de l'Ether et de l'USDC. Donc bon courage en tout cas à ceux qui sont exposés. On a le compte Twitter aussi de Plasma Foundation qui a été hacké. Bon, ça arrive régulièrement, les hacks de compte Twitter. Généralement, ça dure pas très longtemps. Je pense que c'est déjà revenu du côté de Plasma. Et bonne nouvelle, là dans les mauvaises nouvelles, mais on a l'USDF qui repeg. Pour moi, c'est pas hyper étonnant parce que mine de rien, il y a un mécanisme de rédemption derrière. Et je pense que comme il y a un KYC et aussi que ça se fait avec 10 000 $ minimum ce mécanisme de rédemption, c'est pas n'importe qui va aller l'utiliser et surtout pour un demi-centime de DPEG je pense que c'est pas non plus ultra intéressant, donc ça a pris son temps et en tout cas le stablecoin a repeg. J'ai vu aussi du côté du protocole qu'ils étaient transparents, enfin en tout cas qu'ils essayent d'être le plus transparent possible. C'est un petit peu comme Tether, ils font des rapports assez réguliers et ils sont éparpillés, enfin le collatéral du protocole est éparpillé sur plusieurs prestataires différents et la majorité des fonds en fait qu'il y a derrière l'USDF c'est des fonds qui sont off-chain. Donc contrairement à Yield Finance dont je parle régulièrement en ce moment, là on peut pas tout auditer en direct, on peut pas aller voir le collatéral en direct vu que la plupart des tokens sont off-chain. Mais bon, vu que en tant qu'utilisateur random, j'ai pas accès au mécanisme de rédemption et que même si j'avais accès, il y a un minimum de 10 000 $ pour l'utiliser, que le collatéral il est pas entièrement neutre, je suis pas non plus hyper fan de l'USDF. Certes, il y a du yield sympathique dessus, mais je peux avoir du yield sympathique du côté de Yield Finance ou du côté de Avent Protocol sur Avalanche, et eux sont plutôt transparents pour le coup. Donc je pense pas que ce soit un mauvais stablecoin, un mauvais protocole à suivre, Falcon Finance. Mais bon, il y a l'embarras du choix en ce moment sur le domaine des stablecoins, donc je vais probablement passer à côté de Falcon, c'est pas très grave. Peut-être que je raterai un truc, mais bon, tant pis, on peut pas tout farmer. On enchaîne du coup avec les levées de fonds, il y en a pas beaucoup que j'ai sélectionné pour aujourd'hui. On commence par Memcore, comme son nom l'indique, c'est une blockchain de Layer 1 autour des memcoins. Un peu curieux ce genre de projet, mais pourquoi pas, on sait pas combien ils ont levé de fonds. On a Remix qui anciennement s'appelait Farcade, qui est une plateforme de mini-jeux avec de l'intelligence artificielle native. C'est décrit comme ça sur Crypto Fundraising, faites ce que vous voulez avec ça. Je vois qu'il y a Coinbase Ventures quand même dans les investisseurs, donc pourquoi pas, ils ont levé 5 millions de $. On a aussi Agora. Agora c'est le protocole qui a le stablecoin AUSD, on les retrouve sur la blockchain Sui, sur la blockchain Avalanche.
Je sais qu'ils sont sur d'autres écosystèmes, mais moi c'est essentiellement là-bas que je les ai vus. Donc ils ont levé 50 millions de dollars auprès de Paradigm, c'est pas mal du tout. Il me semble qu'ils ont pas de token, mais quand on va regarder leur site, ça a l'air d'être quand même très institutionnel. Donc bon, ça me chauffe pas non plus tant que ça Agora, et le protocole, ça fait un petit moment qu'il existe. Je sais même pas s'il y a un système à points ou quoi que ce soit, s'il y a un token sur lequel on peut spéculer. En tout cas, ils ont quand même levé 50 millions de dollars. Ça demande peut-être d'aller creuser un petit peu plus. Et dernière news, c'est Plasma Foundation qui annonce la date de sa public sale. C'est le 17 juillet, donc c'est bientôt. Et d'ailleurs, récemment, ils avaient levé en quelque sorte, je m'étais trompé, c'était pas vraiment une levée de fonds, il y avait 1 milliard de dollars qui avait été déposé sur le protocole. Il me semble que dans les news, j'avais dit qu'ils avaient levé 1 milliard, je m'étais trompé. Néanmoins, il y a quand même un lien, ceux qui ont déposé des liquidités sur Plasma ils vont être whitelistés, ils vont pouvoir participer à la public sale. On verra ce que ça donne, il y a beaucoup de hype sur le projet, pour le coup j'ai rien déposé, je compte pas participer à la public sale, mais comme c'est un projet qui fait pas mal parler de lui, je suis curieux de voir ce que ça va donner à son lancement. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, après les levées de fonds, j'ai même plus besoin de le dire, évidemment c'est la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement et qui vont parler de DeFi. On commence par l'USDC qui est natif sur Sei. Je m'attendais pas particulièrement à ça, mais pourquoi pas. En plus récemment Sei, ils avaient une bonne news du côté des États-Unis avec le Wyoming qui voulait se servir de l'écosystème Sei pour lancer son stablecoin. On a Symbiosis qui va lancer sa propre blockchain, je m'attendais pas du tout à ça. Symbiosis c'est un bridge globalement, et a priori cette blockchain servira à faire des swaps plus rapides, moins chers, etc. Je demande à voir, ça m'arrive très rarement d'utiliser Symbiosis, ça peut être utile dans certains cas, mais c'est quand même un bridge que j'utilise quasiment plus aujourd'hui. On a deux protocoles qui ont débarqué du côté de Katana. Pour l'instant, je me suis pas trop intéressé à cet écosystème, ça m'inspire pas trop, c'est un écosystème à points, ça me donne pas les points. Par contre, je vois qu'il y a Kodachi, donc ça a l'air d'être un protocole de perpétuel qui débarque sur Katana, peut-être de l'arbitrage, des choses à regarder de ce côté-là, peut-être pas tout de suite, mais ça finira par arriver s'il y a des liquidités. Et on a aussi Vifat, qui est live sur Katana, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la chaîne principale où je vous ai parlé de tous les outils DeFi que j'utilisais. Voilà, j'ai trouvé ça assez cool que Vifat se déployait sur Katana, comme j'en ai parlé récemment. Ensuite, du côté de Yield Finance, tiens, j'ai cité le protocole tout à l'heure, ils se sont déployés sur Plume et on peut aller s'exposer au Vault de Yield Finance directement sur la blockchain Plume. Actuellement, en plus, le Vault, il donne un rendement plutôt croustillant, on est au-dessus de 10% APY, donc sympathique du côté de Yield Finance. Spectra qui se déploie sur la Binance Smart Chain en collaboration avec K3 Capital. D'ailleurs, des boîtes comme K3 Capital, on en retrouve de plus en plus. Il y a eux, il y a aussi RE7. On va les retrouver beaucoup du côté de Morpho et compagnie. C'est des sortes de managers d'assets DeFi. Et ça, typiquement, on n'en voyait pas du tout en 2021. Ça n'existait pas. Et ces entités, c'est bien une preuve que la DeFi s'institutionnalise petit à petit. Tout simplement parce que quand des protocoles se lancent et qu'il y a zéro TVL chez eux, on a souvent ce genre d'acteurs, K3 Capital, RE7 et compagnie, qui viennent, qui déposent des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour lancer un petit peu le protocole. Et ils le font aussi beaucoup du côté de Morpho, du côté de Pendle aussi je crois, du côté de Spectra et compagnie, pour lancer des marchés, pour qu'il y ait directement des liquidités au début, pour que ça attire les utilisateurs. Parce que en 2021, c'était commun de voir des protocoles qui venaient de spawn, qui avaient aucune liquidité étalée dessus. En 2025 pardon, même aujourd'hui, mais je prends le cycle de 2024, là ça ne se fait plus, ça n'existe plus ce genre de choses, d'aller sur des protocoles comme ça à l'aveugle, en tout cas c'est devenu assez rare. Tant qu'on parle de Spectra, il y a aussi un vote en ce moment sur la gouvernance pour transférer les smart contracts du protocole sur HyperEVM, donc du coup pour rajouter HyperEVM dans les blockchains compatibles, et pour l'instant c'est l'unanimité sur la gouvernance. Je sais pas à quel point la gouvernance est décentralisée sur Spectra DAO. Pour moi ça a toujours été une blague, ce genre de gouvernance, ça a toujours été une blague les DAO, mais bon, ça m'aurait étonné que ça ne passe pas. En ce moment HyperEVM c'est un écosystème qui a la cote, il y aura sûrement des choses sympathiques à faire, on en reparlera. On a Momentum qui dépasse les 130 millions de dollars de TVL, et globalement en ce moment tout se passe bien sur le protocole, il y a énormément de volume, la TVL elle monte, elle monte beaucoup, mais il y a aussi le token SUI qui s'est apprécié récemment, le Bitcoin et compagnie, donc ça aide forcément la TVL
TVL du protocole a augmenté. En tout cas, je suis plutôt content de farmer un peu sur le protocole, et en plus j'ai une stratégie qui me rapporte pas mal de rendements croustillants en ce moment, donc ouais, c'est plutôt cool du côté de Momentum. On a Arcadia Finance, qui a dépassé les 20 millions de dollars de TVL. Pas grand chose de plus à dire, hein. J'aime bien le protocole Arcadia Finance, donc voilà, je suis content pour eux, ils ont passé les 20 millions de TVL, c'est pas mal. Et sachant qu'ils ont fait leur airdrop il y a pas si longtemps, ça veut dire qu'ils arrivent encore à attirer un petit peu les liquidités chez eux, donc je suis content pour eux. Ça montre quand même que c'est un protocole qui a un petit peu d'intérêt, parce que les protocoles qui ont pas d'intérêt, en général, après leur airdrop, les gens se barrent, hein. Typiquement, allez voir du côté de Berachain. Ensuite, on a Stargate qui lance des incentives en token STG. Ils en refont, ça y est, on a des pools de liquidités qui sont incentivés. C'est que des pools autour de l'USDC, l'USDT et le token Ethereum sur 3 blockchains seulement, Ether, Arbitrum et Optimism. Donc simple, efficace, mais au moins l'avantage d'incentiver assez peu de pools de liquidité, c'est qu'il y a des rendements qui sont plutôt décents. Aux dernières nouvelles, quand j'étais voir sur le protocole, on était autour de 10 à 15% APY selon les pools de liquidité. Honnêtement, pour le risque que c'est pour du Stargate, c'est pas mal, je trouve. Du côté de Pendle, il y a une pool de liquidité sympathique qui va utiliser Terminal Finance. Alors ça va se passer sur Ethereum. Terminal Finance, c'est le marché de trading qui va se lancer sur la blockchain d'Ethena. Et pour l'instant, il y a des vaults de pré-dépôt où on peut aller farmer des points, etc. Et ben sur Pendle, on peut aller farmer plus de points et du yield en prime. Alors comme on va utiliser Pendle, on va empiler des risques supplémentaires, donc c'est plus risqué d'aller sur Pendle. Voilà, pour ceux qui s'intéresseraient un petit peu à l'écosystème de Converge, la blockchain d'Ethena qui sera lancée peut-être dans l'année. Il me semble qu'il compte se lancer dans l'année, mais je suis pas sûr à 100%. Petit update du côté de l'outil de GHZ dont je parle de temps en temps. Il a rajouté Ibachi, ou Ibashi, je sais pas exactement comment faut le prononcer. Donc un énième protocole de perpétuel. Voilà, ça vous permet d'aller voir s'il y a des opportunités d'arbitrage. Je vous mettrai le lien de son outil dans la description si ça vous intéresse. Il a fait d'autres petites updates aussi depuis le temps. Donc ceux qui s'intéressent aux stratégies d'arbitrage, de funding et compagnie, allez jeter un œil à son outil, c'est vraiment très sympathique. On a Caldera ensuite, voilà, une news, il y a un airdrop qui est tombé. Alors je crois que le token n'est pas encore lancé, on peut juste aller voir si on est éligible. Et de ce que j'ai vu, ça a été mal reçu par les gens qui l'ont farmé, parce que si j'ai bien compris, ils ont essentiellement récompensé ceux qui ont fait des posts sur Twitter. Alors que ça fait un petit moment qu'il y avait des quêtes du côté de Layer 3 et compagnie, qu'il y avait plein de choses à faire sur l'écosystème de plus tangible, on va dire, et qu'ils n'ont pas vraiment récompensé justement. En tout cas, c'est les échos que j'ai eu parce que j'ai pas du tout farmé Caldera, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un avis sur la question. Et pour terminer, le petit mème du jour qui nous vient de Moonwell sur la blockchain Base. J'aime bien quand il y a des protocoles qui nous font ce genre de choses. Là, on a Moonwell qui nous dit qu'on peut faire plus avec nos XRP. Voilà, on peut faire plus, on peut les faire travailler on-chain, amenez-les sur Moonwell, puisque on a un APY, un rendement colossal de 0,0%. Voilà, j'ai trouvé la mention « Faites plus avec votre XRP et un APY de 0%, magnifique ». On va terminer avec ça, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.